Morning Business, le débat. Un produit d'épargne européen, voilà sur quoi sont d'accord Olaf Scholz et Emmanuel Macron. Alors comme ils ne sont pas d'accord sur tout, c'est déjà une bonne chose. Est-ce que c'est une bonne idée, Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel ? A priori, c'est une bonne idée. Enfin, il y a un seul sujet sur lequel tout le monde est d'accord. Il faut retenir l'épargne des Européens pour éviter qu'elle parte vers les États-Unis. Bon. Alors, la grande nouveauté. Sauf moi. Oui, c'est vous. D'accord. Tout le monde sauf moi. Tout le monde sauf Jean-Marc Daniel. Donc voilà, ça c'est l'idée. Il chiffre à peu près à 300 milliards d'euros le montant annuel qui part vers les États-Unis au lieu de venir s'investir en Europe. Et donc, la grande nouveauté, c'est qu'il n'y a que des points de désaccord sur ce qu'on appelle l'union des marchés de capitaux. Ça a été lancé en 2015 par Jean-Claude Juncker. La titrisation, c'est non. Alors, la titrisation, c'est non. L'harmonisation du droit des actionnaires, c'est non. L'harmonisation de la fiscalité, c'est non. L'harmonisation du droit des faillites, c'est non. Et la supervision des acteurs financiers, c'est non. Du coup, il n'y arrivera jamais. L'Allemagne voudrait un truc national, la France voudrait un truc complètement centralisé au niveau européen. Et le produit d'épargne européen, c'était non. Et bien maintenant, c'est oui. Alors, extraordinaire. Bon, et probablement que le rapport Noyer, qui a été remis il y a un petit moment en France, suivi du rapport L'État, qui vient d'être remis, suivi bientôt du rapport Draghi, qui disent tous la même chose. Eux, ils sont tous les trois d'accord avec cette idée que Jean-Marc va dénoncer dans un instant. Et donc, ils mettent en avant comme... Parce qu'il y a un moment, l'union des marchés de capitaux, il faut bien trouver les outils. Alors ça y est, là, le premier outil sur lequel un petit consensus commence à apparaître. Donc là, c'est flécher l'épargne des particuliers vers les produits européens. Exactement. Donc ça veut dire qu'on aura un produit d'épargne européen. Alors c'est un produit, il est décrit dans le menu par le rapport Noyer et puis le rapport L'État dit à peu près la même chose. Ce serait donc débloqué au moment de la retraite ou au moment d'événements marquants de la vie, comme toujours. Éventuellement, l'employeur pourrait abonder dans ce produit d'épargne. Il faudrait qu'il ait une fiscalité attractive. Mais oui, mais il faut qu'il est européen, il faut une fiscalité européenne. Vous savez à quel point c'est facile d'avancer sur les questions fiscales quand on est européen, et il serait donc réservé à 80% pour des actifs européens. Voilà l'idée qui est mise en avant dans ce produit d'épargne européen. J'en parle en ayant la conviction qu'on va l'attendre encore longtemps. Alors Bruno Le Maire lui a dit qu'il fallait que ce soit pour 2027. À la Sorbonne, Emmanuel Macron a été encore plus optimiste. Ah, vous allez voir, l'union des marchés de capitaux, allez, c'est fini dans un an. Bon, ça fait 10 ans, pardon. Ça fait 10 ans. Alors, on a remis le sujet de l'union des marchés de capitaux au menu du Conseil européen qui va se tenir en juin. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça fait 10 ans que ce dossier est ouvert. Personne n'en parlait. Et puis, depuis un mois... Oui, mais l'intelligence artificielle, la transition énergétique, on a quelques petits sujets. Depuis un mois, on nous présente ça comme le Graal du rebond de la compétitivité européenne et le retour de l'Europe dans le grand match économique qui peut se jouer au niveau planétaire, principalement entre les deux. Mais parce que sans union des marchés de capitaux, on ne peut rien faire. C'est tout. L'idée, c'est qu'on a absolument besoin de mobiliser l'épargne des Européens pour financer nos grands enjeux. Mais alors, dès que vous commencez à soulever le capot, à regarder les durites, c'est là où tout coince. Il y a tellement de sujets qui coincent que, bon, voilà, c'est une étape supplémentaire, mais pas de miracle à attendre, je pense. Un plan d'épargne, oui, mais pas pour financer l'Europe. Non, j'arrive même pas à comprendre comment on peut raconter... Il m'a dit que je comprends pas, Jean-Marc. Oui, je comprends pas comment on arrive à raconter de telles inepties. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait de créer des tuyaux différents pour mobiliser l'épargne, ça va pas modifier le volume de l'épargne. C'est pas parce qu'on va dire aux gens, au lieu d'acheter PER, vous allez acheter un produit d'épargne européen, est-ce que ça va modifier leur comportement? Ensuite, le véritable enjeu, c'est pas de rassembler cette épargne, c'est une fois qu'on l'a rassemblée, parce qu'elle est là, cette épargne. Je rappelle quand même que la zone euro est le plus gros excédent extérieur mondial et que l'épargne avec le Japon, et donc il y a une épargne européenne. Alors évidemment, au sein de la zone euro, il y a un pays qui, à la différence de l'Allemagne, de l'Italie, n'a pas d'excédent extérieur, donc qui manque d'épargne. Ce pays, c'est la France. Donc effectivement, que la France... À cause de l'État, pas à cause des particuliers qui, eux, ont de l'épargne. De l'épargne, mais à cause de l'État qui détruit l'épargne des particuliers. Et donc on retrouve le deuxième sujet, c'est une fois qu'on a rassemblé cette épargne, à quoi on l'utilise? C'est-à-dire qu'il faut que 80% de l'épargne soit utilisée à des actifs européens. Mais c'est quoi les actifs européens? J'étais sûr que Jean-Marc dirait ça. Vous allez trouver où? Vous allez acheter quoi? Vous allez acheter... je sais pas, l'investissement dans l'intelligence artificielle, les projets industriels de transition énergétique. Oui, pour investir dans l'intelligence artificielle. Les captations de carbone, j'ai quelques idées. Hein. Oui, est-ce qu'il faut absolument que toutes ces usines et tout ça soient installées dans le Massif central et pas dans l'Iowa? L'important, c'est pas de savoir où est votre usine, l'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle fait, qui en est le propriétaire et qui bénéficie, parce qu'il est propriétaire, de l'activité de cette usine. Quelle constance. Et donc, concrètement, le véritable enjeu, c'est si on implante une usine, est-ce qu'on a les moyens de la faire vivre parce qu'il y a de la main-d'œuvre? La réponse en Europe est non. Non.
Parce que l'Europe, c'est devenu une maison de retraite. Et donc, nous sommes plutôt plus proches du Japon que des États-Unis. Et donc, il faut avoir le même comportement que le Japon, c'est-à-dire exporter notre épargne pour préparer notre revenu futur. Je rappelle régulièrement que le Japon a un déficit commercial qui est le même que celui de la France. C'est dire s'ils sont en déficit commercial. Et qu'ils ont un excédent de balance des paiements courants, c'est-à-dire qu'ils vivent grâce au placement à leur épargne qu'ils ont placé justement aux États-Unis. Mais le problème, Jean-Marc, c'est qu'on est toujours d'accord avec vous sur la théorie, mais à la fin, on se dit quand même que c'est pas une bonne idée de ne pas financer notre industrie. D'abord, mais vous allez mettre qui dans ces usines? Vous allez c'est pas un plan démographique, la natalité. Donc, la question de la main-d'œuvre et du vieillissement démographique. Bon, non, mais je connais le raisonnement. Le raisonnement est parfaitement clair, précis et solide. Sauf que moi, ça me fait pas rêver ce raisonnement. Voilà. Ah mais ça me fait pas rêver. Rêve, Nicolas. J'ai le sentiment. Mais il a bien réagi. Il a 4 enfants, donc lui, il a généré le rêve. Mais voilà qui va aller travailler dans les usines, les enfants de Nicolas. c'est les enfants de Nicolas. Mais il est devenu une exception. Je suis pas complètement d'accord avec Jean-Marc sur l'idée que c'est quoi un actif européen. Je pense que moi, je suis un peu comme vous. J'ai quelques idées. J'ai quelques idées, voilà. Et je pense que la valeur ajoutée qu'on crée sur notre sol n'est pas totalement sans intérêt. Que je préfère qu'il y en ait peut-être davantage créé sur notre sol que dans l'Iowa. Mais nous ne serons pas d'accord sur tout. Ah, il y a aussi la volonté dans l'Union des marchés de capitaux de créer un Nasdaq européen, par exemple. Vous voyez, on manque pas d'idées en Europe, comme on dit souvent. On manque d'hommes. On manque d'hommes mais on manque d'hommes. Et de consensus.